Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Oui, c'est parti. Épisode numéro 130. Aujourd'hui, c'est bien rempli comme programme. J'ai 4 ou 5 points. On va commencer par 1, le club privilège. 2, on va revenir sur des ajustements au bureau de crédit, ce que j'ai discuté la dernière fois sur le dernier épisode, à l'épisode 129. J'ai ensuite des témoignages que j'ai reçus dernièrement. Je vais parler de ça. Ensuite, je vais faire un résumé du chapitre 12 de Breaking Free from Broke, se libérer d'être fauché. On va faire le chapitre 12, on revient. On avait fait le chapitre 11 la dernière fois. On va parler d'espace financier, en anglais margin ou marge, mais je ne voulais pas utiliser le mot marge, là, donc je vais utiliser le mot espace financier. On va parler d'espace financier. Ensuite, on va conclure, on va reparler du mini-cours pour la manœuvre Smith à la toute fin. OK, je commence. Club privilège, donc on est maintenant dans le mois de décembre. Il y a une nouvelle campagne qui va être lancée bientôt avec une question et encore une fois, des beaux prix à gagner ce mois-ci. Au mois de décembre 2025, on fait tirer 3 paires de billets pour les Canadiens de Montréal, d'une valeur de 500 $ pour chaque paire de billets. J'aimerais aussi dire félicitations aux gagnants de la campagne du mois de novembre, donc les 5 gagnants qui ont gagné la carte cadeau IGA. Donc Cynthia, Claudie, Marie-Soleil, André, Olivier et Daniel. Félicitations pour votre participation au Club Privilège et vos cartes cadeaux de 1000 $ à l'épicerie chez IGA. OK. Je vous rappelle, si vous voulez participer au Club Privilège, je vais mettre le lien encore une fois dans les notes de l'émission. Vous pourrez répondre à la question et automatiquement être inscrit au Club Privilège et recevoir maintenant, à partir de ce moment-là, les courriels à chaque mois. Voilà. Ensuite, la semaine passée, à l'épisode 129, je mentionnais une situation où est-ce que quelqu'un qui a des erreurs à son bureau de crédit, donc des erreurs à son bureau de crédit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses comptes qui sont répertoriés au bureau de crédit ne reflètent pas la réalité de ses comptes en ce moment. Donc, exemple d'erreur, il peut y avoir un compte qui est ouvert au niveau du bureau de crédit, mais que dans la vraie vie, ce compte-là est fermé. Il pourrait y avoir aussi un compte, par exemple, où est-ce qu'on voit un solde non payé, puis simplement l'institution financière a arrêté de rapporter, dans le fond, l'information sur ce compte-là au bureau de crédit. Puis présentement, ce qu'on voit au bureau de crédit, c'est simplement un compte avec un solde et puis aucune mise à jour depuis telle date. Ensuite, il peut y avoir aussi des petits retards où est-ce que c'était pas tout à fait la faute du consommateur. Puis, en tout cas, il y a des choses qu'on peut faire. Il peut aussi y avoir des fiches en double au niveau du bureau de crédit, soit TransUnion ou Equifax, où est-ce que, par exemple, un compte aurait pu être fermé sur une fiche, puis ouvert sur une autre. Donc là, le compte, à ce moment-là, est pas dans un état correct au bureau de crédit. Il faut à ce moment-là aller demander de combiner les fiches. Ça, c'est lorsque, par exemple, il y a une faute dans le nom de la personne ou en tout cas, Equifax n'a pas réussi à bien identifier et a créé un doublon. Donc, il peut se passer toutes ces petites choses-là. Ça va arriver surtout dans les situations où est-ce qu'on utilise beaucoup le crédit. Puis c'était le cas justement d'un client dont je vous ai parlé. Et puis là, je voulais faire suite cette semaine parce qu'il y a eu des développements. J'ai continué donc à essayer de corriger ça. C'est un travail donc d'aller-retour avec Equifax. Donc voici ce que j'ai à dire là, pour vous donner un peu d'informations par rapport à ça, si jamais ça vous arrive et que vous avez des erreurs à corriger. Premièrement, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, j'ai un accès rapide à parler à Equifax. En tout cas, quand j'appelle, moi, souvent, j'ai quelqu'un au téléphone tout de suite à qui je peux parler, puis on regarde les détails du dossier.
Lorsque j'ai demandé à mon client d'appeler, parce que là, à un certain point, je ne pouvais pas faire la modification, je n'avais pas accès, je n'avais pas les droits pour la fiche doublon, entre autres. Puis là, j'ai demandé au client à ce moment-là d'appeler lui-même parce que c'était ce qu'il devait être fait. Puis là, le client m'a dit que ça lui a pris 2 heures d'attente en ligne. Évidemment, il l'a fait le soir, lui, parce que pendant le jour, il travaille, il fait d'autres choses, il ne pouvait pas s'en occuper pendant le jour, donc il l'a fait le soir. Il m'a dit que ça lui a pris 2 heures d'attente au téléphone avant de pouvoir parler à quelqu'un. Donc là, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a peut-être un système à 2 vitesses, là, où est-ce que, tu sais, moi, c'est certain que j'ai un autre numéro de téléphone, puis quand j'appelle, je suis un courtier hypothécaire, un professionnel qui a accès, puis qui a le consentement du consommateur. Bref, je me suis rendu compte que ça allait pas mal mieux pour moi de faire des suivis puis de faire des appels à Equifax. Ensuite, autre chose, c'est que lorsque je demande d'habitude, je demande la fiche une seule fois. Lorsque j'ouvre un dossier sur notre plateforme PlaniPrêt, moi, j'obtiens le consentement du client pour obtenir son bureau de crédit. C'est nécessaire parce que moi, à chaque fois qu'on va envoyer le dossier chez un prêteur, on doit aussi envoyer le dossier de crédit, le bureau de crédit. Donc, je dois avoir une copie. Puis, de toute façon, j'ai besoin des informations qu'on voit là-dessus pour lister toutes les dettes, etc., les paiements, puis calculer les ratios d'endettement. Donc, une fois que j'ai le consentement puis que je suis allé chercher la fiche une fois, l'autre chose que j'ai apprise, c'est que je peux redemander. Si je fais des corrections, si je demande des corrections, premièrement, les corrections peuvent être faites assez rapidement, puis je peux à ce moment-là redemander. Et puis oui, ça va être inscrit comme plusieurs interrogations au bureau de crédit. Par contre, on m'a assuré que lorsque c'est la même personne qui fait la demande, à l'intérieur de 30 jours, ça ne va pas affecter le score. Okay? Donc, on a comme une fenêtre de 30 jours où est-ce qu'on peut demander des ajustements, puis après ça, moi, je redemande de la nouvelle fiche. Puis, toutes ces interrogations-là, finalement, ne viennent pas affecter le score. Il y a juste la première qui peut affecter un petit peu. Puis en passant, là, c'est pas des gros changements là, quand on fait une interrogation. À moins que vous allez en faire dans plusieurs institutions financières, plusieurs personnes différentes, puis que là, qu'il y a des interrogations dans une courte période de temps, oui, ça peut avoir un effet négatif sur votre cote. Mais normalement, les gens qui viennent me voir, ils en font une seule parce qu'ils ont un besoin hypothécaire. Puis c'est un peu l'avantage aussi de faire affaire avec un courtier, c'est qu'on va avoir accès à plusieurs prêteurs, puis on va avoir une seule demande au bureau de crédit. Bref, ça, c'est pour ce qui est de faire de faire un suivi à l'intérieur de 30 jours, ça ne va pas affecter le score. Ensuite, je me rends compte aussi que lorsque je vais parler, moi, à Equifax, j'ai un vocabulaire particulier, spécifique, qui fait qu'ils me comprennent aussi. Parce que là, ce qui est arrivé aussi, c'est que mon client, lorsqu'il a appelé à Equifax et qu'ils ont demandé justement de remplir un petit peu un formulaire semblable à ce que moi, je dois remplir lorsqu'on demande des ajustements, la réponse est venue assez rapidement, sauf que les gens n'ont pas compris ce que le client voulait. Donc, dans le fond, ils n'ont rien changé. Malheureusement, là, quand le client a fait la demande que je lui avais demandé, après avoir parlé 2 heures au téléphone, la réponse est revenue négative en disant nous, le dossier est déjà tel que vous le dites. Donc, c'est comme s'ils n'ont pas compris la demande. Donc, je me rends compte aussi que c'est pas évident pour n'importe qui de faire ça une fois sur son bureau de crédit. Moi, j'ai peut-être le vocabulaire, je comprends exactement l'opération qui doit être faite pour faire la correction au bureau de crédit. Puis parfois, ça peut être, c'est pour les non-initiés, pour quelqu'un qui fait ça juste une fois, ça se peut qu'on va envoyer la demande puis qu'on n'a pas bien exprimé, ou peut-être simplement que ça ne sera pas compris par les personnes chez Equifax. Eux, ils reçoivent les demandes, ils lisent ça. S'ils ne comprennent pas, ils vont juste dire non, il n'y a rien à faire, puis ils vont retourner. T'sais. Donc, c'est ce que je me rends compte aussi par rapport à ça. Donc, j'ai le vocabulaire. Puis moi, en tout cas, mes demandes, parce que j'ai fait des demandes de correction, ça a fonctionné. Ils ont été capables d'appliquer les corrections que je demandais. J'ai aussi été capable de combiner les fiches, combiner les doublons. La première fois, ça n'a pas marché, mais la deuxième fois, la deuxième personne à qui j'ai parlé m'a posé d'autres questions. Puis là, elle a fait « OK, c'est correct, je peux combiner les doublons. » Donc là, en tout cas, on avait perdu beaucoup de temps puis pour finalement savoir que on pouvait le faire au téléphone. Bref, ça s'est réglé. Puis, avec toutes les petites corrections, j'ai réussi à faire augmenter le score de la personne. Donc ça, j'étais content. Donc, j'ai quand même une belle expérience là, avec Equifax, puis ce dossier-là, parce que normalement, comme je vous disais la semaine passée, mes clients ils ont des cotes dans les 700, dans les 800, il n'y a pas de problème. Là, ici, il fallait comme aller faire des petites corrections comme ça. Puis, c'est ça que je voulais partager avec vous, faire un suivi de ça à l'épisode 130 aujourd'hui. OK, troisième point
pour la journée, je veux parler de certains témoignages. Puis là, c'est des témoignages, il y en a quelques-uns qui m'ont touché là-dedans. Premièrement, premier témoignage, donc des clients qui m'ont approché pour un achat. Okay? Ils avaient un achat à faire. Puis là, on a un appel initial. Puis là, les clients veulent savoir, est-ce qu'on se qualifie pour un prêt? On regarde ça, les revenus, les dépenses, les passifs, les paiements. Puis là, on voit que, bon, on a des dettes. On a un projet d'achat, puis peut-être on veut faire des rénovations aussi en achetant la propriété. Puis là, on parle. Et puis, moi, pendant la discussion, là, c'est ça, moi, à force de faire des dossiers comme ça, subtilement, j'amène l'idée que, je vais le dire comme ça pendant la conversation. Je vais dire, présentement, on achète, mais on n'est pas dans la situation idéale pour acheter. Moi, je ne me gênerai pas, là. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de courtiers hypothécaires qui vont dire ça. Je vous dis, regarde, selon les calculs, ça fonctionne. Moi, par contre, si j'avais la possibilité d'attendre avant d'acheter, j'irais plutôt régler ces cartes de crédit-là, cette marge de crédit-là, ce prêt étudiant-là. J'essaierais de peut-être me débarrasser du prêt voiture, puis arriver à l'achat, parce que là, l'achat va faire en sorte qu'on va augmenter quand même par rapport à notre coût de loyer. L'hypothèque va être un peu plus élevée que notre loyer, en plus des taxes municipales et scolaires. Donc là, si on va de l'avant, puis qu'on a aussi des dettes, comme je vous ai dit, le dossier fonctionne, mais on va avoir encore plus de difficultés à se sortir de ces dettes-là. Donc, ce qui est arrivé. Donc là, les clients, bon, c'était un cas où est-ce qu'ils devaient acheter la propriété parce que c'était la propriété justement d'un parent qui était décédé. Puis, on va quand même de l'avant avec la transaction. Par contre, là, j'ai eu un super beau retour, OK? Parce que ce qui s'est passé par la suite, c'est que les clients, au lieu, la conversation qu'on a eue ensemble, initiale les a vraiment fait réfléchir. Et puis là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'au lieu d'aller de l'avant avec les rénovations, ils ont un petit peu pris conscience que, OK, l'endettement, si on ne s'en occupe pas, ça ne va jamais partir tout seul. Donc là, ils ont dit, on va attendre pour les rénovations, puis au lieu de ça, on va aller rembourser nos dettes. Puis là, on va acheter la propriété, on va rembourser les dettes, on se fait un coussin, puis on fera les rénovations lorsqu'on aura accumulé l'argent. Donc, ici, pour vrai, puis c'est les clients là, qui me sont revenus comme des mois plus tard avec ce constat-là. Donc, j'étais vraiment touché du fait que, justement, qu'ils m'écrivent et qu'ils me disent que c'est vraiment l'appel initial qu'ils ont fait avec moi qui leur a fait donner l'idée, finalement, d'approcher la dette d'une autre façon de ce qu'ils faisaient dans le passé. On a chacun notre cheminement par rapport à l'endettement, par rapport à l'utilisation du crédit, par rapport aux finances personnelles. Moi, c'est certain, je veux qu'on réussisse à faire les projets qu'on veut, mais en même temps, je veux sensibiliser pour que notre futur financier soit brillant, pour que notre futur financier nous libère, qu'on ait la paix financière et qu'on n'aille pas dans l'autre direction. Donc ça, c'était un super beau témoignage que j'étais vraiment touché cette semaine quand j'ai reçu ce message-là. Deuxième témoignage, Catherine. Puis là, je vais le lire ici, ce qu'elle m'a écrit. Ici, Catherine me dit, c'est une auditrice du podcast. Elle me dit, bonjour tout d'abord, bravo pour le podcast, il est tellement utile. Je commence à voir les conseils du podcast porter fruit. À force d'entendre, on ne veut plus de dette, ça finit par rentrer dans ma tête et je paye tout cash ou j'économise pour me le payer et c'est vraiment libérateur. J'ai appliqué vraiment plein de vos conseils et j'ai également partagé un épisode avec une amie qui voulait s'acheter une voiture et qui allait faire un très mauvais choix. Je lui ai dit, écoute ça, en lui parlant de mon podcast, et prends ta décision après. Elle a dit, écoute le podcast, puis prends ta décision après. Elle lui a envoyé ça avant qu'elle achète sa voiture. Et puis, au final, elle me dit, elle a fait un bon choix. Donc, merci énormément, Catherine, pour ce beau témoignage-là. Je voulais le partager avec le podcast pour un peu partager les bons coups que les gens font. Ça peut être des décisions
qui change une vie, là, ça. Hein? Au lieu de s'en aller dans une direction où est-ce qu'on n'aura pas d'espace financier, puis on va parler d'espace financier tantôt, on se dirige vers un endroit où est-ce qu'on a la paix financière, où est-ce qu'on a de l'espace financier, où est-ce qu'on utilise vraiment notre capacité financière pour payer ces choses au lieu d'utiliser le crédit. OK? C'est critique. Ça revient à chaque épisode. Je voulais en parler. Je voulais vous montrer qu'il y a des gens qui l'utilisent, puis pour qui ça fait du bien. Et moi, je pense que c'est transformateur. Voilà. Ensuite, troisième dernier témoignage dont je veux parler. Ici, c'était sur Spotify, un commentaire que je n'ai pas encore mis public, mais je vais le faire bientôt. Donc ça, c'est suite encore là à l'épisode numéro 129 où je parlais donc des paiements qu'on veut éliminer, puis qu'on parlait aussi du prêt pour un prêt long terme pour investir dans le REER. Puis j'ai parlé aussi de l'assurance vie permanente, un type d'assurance que je ne suis pas fan. Puis là, cet auditeur-là m'a écrit toujours aussi intéressant en parlant de l'épisode, mais ce coup-ci, ouch, tu ne te feras pas d'amis auprès des conseillers en sécurité financière et avec les amateurs de prêts leviers pour investissement. Deux options qui ont fait leur preuve, non. Donc, c'est ça son commentaire. Est-ce que les deux options, voulant dire assurance vie permanente, puis l'autre option, c'est prêt levier pour investissement. Là, à l'épisode 129, là, le gros point que je voulais faire, OK, c'était que lorsqu'on va augmenter notre endettement pour investir dans le REER, moi, je trouve ça très contraignant parce qu'on va chercher une dette. Et ensuite, oui, on l'investit, fait que ça, c'est bon. C'est mieux que de le dépenser, OK? Ça, j'espère que tout le monde va être d'accord avec ça. Par contre, le prêt pour investir dans le REER, j'ai un problème avec parce qu'on emprunte et on va mettre ça dans le REER, on ne pourra pas être touché jusqu'à notre retraite. Donc, on emprunte pour de l'investissement, mais de l'investissement qu'on ne peut pas récupérer facilement. Donc, notre dette, on s'attache, OK, à un paiement à ce moment-là. OK? Puis, lorsqu'on parle d'espace financier, lorsqu'on parle d'indépendance financière, on s'en va dans l'autre sens, là. On s'attache à un paiement sur le long terme, OK? Versus, lorsqu'on emprunte, puis qu'on ne va pas le mettre dans un REER, on va le mettre peut-être dans un compte non enregistré. Ou est-ce que là, s'il arrive quoi que ce soit, on peut vendre nos placements, aller rembourser la dette, et puis c'est plus flexible selon moi. L'approche que j'aime pas, c'est lorsqu'on emprunte pour investir dans le REER à long terme. Puis j'en parle parce que je me rends compte que, oui, dans les services financiers, souvent, on va même présenter cette option-là, emprunter plus pour mettre dans un REER. On va dire que c'est bien mieux que d'emprunter pour mettre dans un compte non enregistré. Je comprends que sur le long terme, peut-être que ça peut avoir un peu plus de rendement, mais on s'attache à un paiement. Moi, c'est cette partie-là que j'aime pas et que, donc, je suis vraiment pas d'accord. Donc, je pense qu'on va se tirer dans le pied si on emprunte pour mettre dans son REER la possibilité de le reprendre juste à la retraite. Je suis pas d'accord du tout que c'est mieux que d'emprunter pour mettre dans un compte non enregistré. Puis en passant, une méthode qui a fait ses preuves, moi j'en vois des gens là, qui empruntent puis qui se cassent la gueule avec ça puis qui se retrouvent avec la dette et plus rien après. Là. Ils ont juste la dette. Ils n'ont même plus de l'investissement. J'en ai vu des cas comme ça. OK? Fait que c'est pas garanti. Il y a tout le temps un risque. Puis si on fait n'importe quoi avec nos placements, que ce soit dans le REER en passant ou que ce soit dans du non enregistré, si on fait n'importe quoi, on panique, on achète des choses, de la crypto, puis qu'on ne l'a pas fait au bon moment, puis qu'on ne l'a pas vendu au bon moment, puis qu'on l'a... Tu sais, il peut arriver n'importe quoi, on peut se retrouver à zéro. Puis ça arrive, puis on se retrouve juste avec la dette. Écoute, on s'est essayé, ça n'a pas marché, on s'est planté. Mais mettons que perdre de l'argent qu'on a gagné, se retrouver à zéro, c'est une chose. Mais là, perdre de l'argent que l'on se retrouve avec la dette, elle reste bien réelle en arrière. Là. Donc voilà.
Donc ça, c'était pour répondre à la question, est-ce que les deux options qui ont fait leur preuve, assurance vie permanente, je connais personne. Là. Moi qui s'est enrichi grâce à ça, qui est parti de 0 à 1 million, 2 millions, 3 millions, grâce à l'assurance vie permanente, je sais que c'est populaire là, dans certains cercles, là, dans l'investissement immobilier. Ma perception, c'est que ça coûte très cher, là, ça. Et que oui, ça peut devenir bon pour quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de revenus ou peut-être dans une stratégie d'investissement immobilier. Mais encore là, pour moi, c'est un paiement. On s'attache les mains très solidement lorsqu'on se prend un paiement d'assurance vie permanente. On mêle l'assurance, puis on mêle l'investissement. Puis ça, ben, c'est une chose que Dave Ramsey, si vous écoutez son émission aux États-Unis, il va dire ne faites jamais ça parce que c'est de l'investissement qui, dans le fond, coûte très, très cher d'aller mettre ça. Donc, mêler assurance et investissement, c'est pas quelque chose qu'on veut. On est bien mieux de garder ça séparé. On va voir quelqu'un qui fait de l'investissement. On s'achète, oui, l'assurance pour couvrir nos besoins d'assurance. On s'assure de couvrir ce qu'on a de besoin et pas d'aller au-delà de nos besoins parce que mais ça va avoir un coût. Là, une prime d'assurance, c'est une dépense. Là. C'est une dépense, une prime d'assurance. Là. Donc, faire attention avec ça. Ça coûte très cher. OK. Donc, ça, c'était pour les témoignages. OK. Là, j'enchaîne tout de suite avec le chapitre 12 du livre. On va faire le résumé. On va parler d'espace financier. OK. L'espace financier, c'est votre oxygène budgétaire. OK. L'idée centrale là, du chapitre 12. Je vous rappelle un peu le livre, là, dans le fond, Se libérer d'être fauché. Se libérer d'être fauché, là, on a parlé des crédits qui sont très, très problématiques. Là. On a parlé des cartes de crédit, des prêts étudiants, des prêts voitures, de l'hypothèque aussi pour la maison. On a parlé des pièges à l'investissement. On a parlé du marketing puis de la consommation de masse. On a parlé de se libérer du système. On a parlé du budget puis des trucs pour mieux dépenser. Okay? Puis là, on est rendu à parler d'espace. On veut se faire de l'espace. Puis ça rejoint un peu ce dont je parlais aussi à l'épisode précédent, 129, lorsque je disais, on veut certains paiements les éliminer éventuellement. Tu sais, notre loyer, oui, on n'a pas le choix, on doit vivre quelque part, mais ça, c'est pas final. On peut, si on arrange nos choses correctement, éventuellement, dans notre vie, on peut se retrouver avec des dépenses plus basses. Notre coût de loyer n'est pas obligé d'augmenter tout au long de notre vie. Si on fait bien les choses, éventuellement, notre coût de loyer peut tomber très, très bas. Okay, l'espace financier, c'est ce qui vous permet de respirer financièrement. C'est l'écart entre ce que vous gagnez et ce que vous dépensez. Quand cet espace est trop mince ou voire inexistant, le stress s'installe. Quand il est suffisant, vous retrouvez calme, flexibilité et sécurité. Okay? Fait que c'est important, OK? L'espace financier, la fameuse, moi j'appelle ça l'épargne aussi. Tu sais, dans les premiers épisodes du podcast, vous allez voir, l'épargne est la clé, OK? Pour moi, l'épargne, c'est la différence entre ce qu'on gagne en revenus et ce qu'on dépense, qu'on ne revoit pas, OK? Pour moi, c'est ça l'épargne. C'est pas juste comme de l'argent dans un compte épargne. Parce qu'après ça, oui, une fois qu'on a l'épargne, bien, on peut se faire un fonds d'urgence, on peut se faire des plans pour acheter quelque chose dans le futur, on peut aussi l'investir. OK? Ça sert à ça, l'épargne. Ici, on parle d'espace financier. OK? C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, définition de l'espace financier, c'est un coussin entre vos revenus et vos dépenses. Ce n'est pas craindre que la carte soit refusée à l'épicerie. C'est pouvoir payer un imprévu sans s'endetter. Hein? Le fonds d'urgence sert à ça, les imprévus. C'est avoir la capacité d'aider les autres et non juste de penser à sa survie financière. OK? C'est ça, avoir de l'espace financier. C'est plus facile d'être généreux. On peut être généreux quand on n'a pas d'argent, c'est difficile. Là, être généreux, c'est quoi? On va emprunter sur une carte de crédit pour le donner à quelqu'un. T'sais. Mais si on a de l'espace financier, c'est plus facile d'être généreux puis de donner des cadeaux. Puis ça, c'est quelque chose dans la vie qui... Une des choses les plus fun qu'on peut faire avec l'argent, c'est d'être généreux. Okay? Puis de gâter nos proches, puis d'aider les autres.
Donc, la formule simple, c'est dépenses réduites plus revenus augmentés égale de l'espace financier. Okay? Comment augmenter son espace financier? Bien, on va essayer de réduire les dépenses, puis on va vouloir aussi augmenter les revenus. Okay? Aussi simple que ça. Donc, les fondations de l'espace financier, se faire un budget mensuel, un budget de style zéro, hein, pour que chaque dollar ait une mission. Le budget de type zéro, c'est, en anglais, on dit zero-based budget. Lorsqu'on va connaître le montant de revenus qu'on a dans un mois, puis à l'avance, on va prévoir ce revenu-là va servir à quoi dans le mois. Okay? Puis là-dedans, il va y avoir tout, là, pour qu'à la fin, on arrive à zéro. T'sais, on peut se garder là, petite marge de manœuvre, là, un petit 150, 100 piastres, ou en tout cas, mais pour ne pas arriver nécessairement à zéro, mais même ce 50, 100 piastres-là, on va y mettre on va le taguer comme étant espace de manœuvre ou peu importe. Donc, c'est ça, se faire un budget à base zéro. Donc, chaque dollar a une mission. Numéro 2, là, on est dans les fondations de l'espace financier. Ça va être se libérer de ses dettes. Si vous connaissez la chanson, là, si vous avez des dettes, ben là, let's go. Méthode boule de neige, on prend la décision de ne plus utiliser l'endettement pour sa consommation. Puis, on y va, on va de l'avant, on se libère de l'endettement. Ensuite, on va, en numéro 3, auditer ses dépenses. Okay? Là, on est dans les fondations de l'espace financier. Passer ses transactions au peigne fin. Okay? Ça, c'est pour diminuer ses dépenses. Donc là, ici, l'auteur du livre, dans le chapitre 12, arrive avec 10 façons de réduire ses dépenses pour créer de l'espace. Je vous les liste, okay? Sans prendre trop de temps là, sur chacune. Mois sans dépenses. Faire un mois sans dépenses. OK, ça peut être une façon de réduire ses dépenses pour créer de l'espace. 2, stratégie d'économie à l'épicerie. 3, réduire les repas au restaurant. Revoir ses abonnements. 5, voyager de façon plus intelligente. 6, réviser ses assurances. 7, trouver des divertissements économiques. 8, utiliser des applications pour économiser. 9, chasser les rabais et codes promo, donc aller chercher des rabais, des codes promo. 10, acheter usagé ou emprunter. OK? C'est certain que surtout si on est dans la période de temps où est-ce qu'on veut se libérer de l'endettement, tu sais, quand on dit avoir l'intensité de la gazelle, pour moi, c'est surtout à ce moment-là. Là. Tant qu'on va être endetté, ça vaut la peine de faire un push, OK? Puis d'aller chercher toutes les stratégies possibles pour réduire ses dépenses. On arrête le resto, hein? On ne voit pas l'intérieur du resto, à moins de travailler dedans. Donc, ensuite, on va vendre tout ce qui peut être vendu, qu'on a de superflu sous la main, puis tellement que les enfants vont penser que c'est eux autres les prochains. T'sais? Puis, on y va de façon drastique pour se libérer de ça le plus rapidement possible, pour retrouver une paix financière. Puis après ça, on peut respirer, on peut sortir, on peut aller au restaurant, faire sa vie. Mais évidemment, on va revenir avec un budget ensuite, parce que là, l'idée, ça va être de ne pas retourner dans l'endettement. OK, ensuite, dans le chapitre 12, l'auteur nous arrive avec 10 façons d'augmenter ses revenus, parce que là, c'est bien beau les dépenses. Parfois, peut-être qu'on a passé au peigne fin toutes les dépenses, il n'y a plus rien à faire. Donc, on va aller voir du côté des revenus. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour élargir son espace du côté des revenus? Donc, là, ça, j'en ai parlé. Vendre des objets inutilisés. OK, là, je suis dans les 10 façons d'augmenter ses revenus. 1, vendre des objets inutilisés. 2, flipper des biens, acheter bas, revendre plus haut. Tu sais, si on a du temps, puis que, tu sais, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire, là, flipper des choses sur Marketplace. Ensuite, 3, livraison via Uber ou DoorDash. Ben oui, ça aussi, c'est quelque chose qu'un peu tout le monde peut faire si on a du temps. Évidemment, c'est temporaire, c'est le temps de se libérer de l'endettement. Souvent, c'est comme ça qu'il faut le voir. Tu sais, on ne va pas, avoir une deuxième job toute notre vie. Là. On fait ça parce qu'on est en danger financièrement. On veut arriver à la paix financière. On veut se débarrasser d'une erreur. On s'est rendu compte qu'on s'est un petit peu emporté avec l'endettement.
C'est correct, on ne va pas se flageller puis on ne va pas se punir toute notre vie, là, mais on va trouver des solutions on va se faire un plan pour s'en sortir, passer à d'autres choses après. Donc, là, je suis encore dans les 10 façons d'augmenter ses revenus. Donc, réviser ses retenues d'impôts, suspendre temporairement ses cotisations pour investir dans sa paix financière. Oui, ça, on fait pause là, sur l'investissement. Tu sais, on ne va pas emprunter d'un bord puis investir de l'autre. C'est comme essayer de courir, mais attaché avec un boulet en arrière. OK, on va faire pause. Mais on ne fera pas pause là, pendant 5-10 ans. Là. L'investissement, c'est important. Là. On veut, dans toute notre vie, mettre un 15-20 de notre revenu dans l'investissement. OK, mais on peut pendant une courte période de temps, dire, OK, non, là, on se concentre. On va faire une chose, on va bien la faire, on va se libérer de l'endettement. Se concentrer donc sur une chose à la fois, ça va nous aider à progresser. OK? Donc, c'est pour ça, ici, suspendre temporairement ses cotisations pour investir dans sa paix financière. Gardiennage, promenade de chien, nettoyage résidentiel, travaux extérieurs, réparation, freelance, pigiste, tutorat, esthétique automobile, name it, il y en a des choses qu'on peut faire pour aller chercher plus d'argent. Si on arrête de dépenser parce que on veut serrer la ceinture, ça se peut qu'on ait plus de temps aussi parce que, tu sais, faire des activités, faire des choses, souvent, ça implique qu'on dépense de l'argent. Donc, tout ça fait beaucoup de sens. C'est les suggestions ici qu'on a pour augmenter ses revenus, pour élargir son espace. Exemple concret, l'auteur nous arrive ici avec quelques ajustements simples. On peut passer de 0 à 1 500 $ d'espace financier par mois. Exemple, réduction des dépenses de 500 $, puis augmentation des revenus, d'aller chercher 1 000 $ de plus. On vient d'aller chercher 1 500 d'espace financier. Puis pourquoi qu'on va aller chercher de l'espace financier comme ça? Ça va être pour rembourser ses dettes plus vite. Ça va être pour épargner un fonds d'urgence. Ça va être pour reprendre ses investissements avec énergie. Ça va être pour être plus généreux ou retrouver la paix et le contrôle. Okay? Tous des bons objectifs. Pourquoi se créer de l'espace financier? Conclusion de l'auteur pour le chapitre 12, créer de l'espace financier, c'est se donner des options. Les options mènent à la liberté mène à la paix, et la paix ouvre la porte à une vie intentionnelle, significative et libérée. C'est la conclusion du chapitre 12. Je vous invite évidemment à voir vos finances personnelles en termes d'espace financier. Le plus d'espace financier qu'on a, le mieux que c'est. Donc, c'est pour ça, comme je disais à l'épisode précédent, 129, on fait attention aux paiements qu'on va aller chercher. On va être très conscient à chaque fois qu'on va emprunter pour investir. On va s'arranger pour qu'il y ait un revenu aussi peut-être qui peut payer l'intérêt de cet emprunt-là, si c'est ce qu'on veut vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde emprunter pour investir, surtout si on n'a pas beaucoup d'espace financier. Je termine l'émission aujourd'hui, l'épisode 130, avec le mini-cours sur la manœuvre Smith. Je vous reparle du mini-cours sur la manœuvre Smith. Si vous avez entendu parler de la manœuvre Smith, vous aimeriez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site web sur frédériclacharité.com/manœuvre-smith. Sur cette page-là, il y a un petit formulaire qui vous donne accès au mini-cours en 7 modules. C'est, dans le fond, 7 vidéos d'environ 10-15 minutes chaque, où j'explique en quoi consiste la manœuvre Smith. Lorsque vous allez remplir le petit formulaire, vous allez recevoir le lien par courriel. Vous allez recevoir aussi une série de 6-7 courriels là, étalés sur 6-7 jours qui vous donnent un petit peu d'informations aussi sur la manœuvre Smith. Évidemment que tout ça, c'est que moi, je peux vous accompagner dans ce processus-là si c'est quelque chose que vous voulez faire. Tu sais, je ne recommande pas de s'aventurer sur une manœuvre Smith non accompagnée. Moi-même, si j'aurais voulu le faire dans le passé sans avoir accès aux professionnels accréditant manœuvre Smith, je ne suis pas certain que je me serais pas lancé là-dedans. C'est pas une stratégie pour tout le monde. Par contre, si on a la paix financière, si on a notre espace financier, si on est allé optimiser partout nos dépenses, c'est sous contrôle, tout ça, et qu'on veut aller un petit peu plus vite avec le remboursement de notre hypothèque, ça peut être une option pour vous
Souvent, ça va être un refinancement qu'on va faire ensemble. Je vous accompagne. On va faire la structure en place, les bons comptes à ouvrir. Je peux vous mettre en relation avec un conseiller financier qui va s'occuper du volet de vos placements dans un compte non enregistré. Donc, on peut tout faire ça ensemble. C'est tout, je termine là-dessus. C'est terminé pour l'épisode numéro 130. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!